Bonjour tout le monde, je m'appelle Youssef Yazdi, je suis un Research Fellow chez Promis, un institut de recherche à l'Université de Kobe. Aujourd'hui, je vais présenter euh, une partie de ce qui a été projet de doctorat. Des notes biographiques, moi je suis italien, j'ai étudié la base japonais, culture japonaise à l'Université de Venise et pour après euh, étudié anthropologie culturelle en master. Et pendant la deuxième année, j'ai passé 10 mois à l'université de Kobe, où après j'ai établi mes contacts pour retourner pour euh, mon doctorat. Et j'ai eu aussi la chance d'étudier à Lyon, où j'ai étudié le français. Du coup, c'est pas parfait, je vais faire des erreurs, je vous prie de m'excuser. Certaines fois, j'invente des mots, ça. Du coup, le programme d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'état de l'art, euh, sport studies, football studies, voir les liens entre le football et les rituels en citant Christian Bromberger, footballeur français, et Alessandro Dallago, anthropologue italien, qui ont notamment étudié le football comme un rituel contemporain. Après, on va voir les notions de structure et antistructure, ce qui a été la base théorique pour ma thèse. Après, je vais parler de mon rencontre ethnographique avec le foot japonais et une petite introduction théorique pour parler après de mon étude. Du coup, pour ce qui concerne l'état de l'art, euh, le domaine du sport, en fait, a eu beaucoup de difficultés à se faire reconnaître comme un domaine sérieux parce que c'est lié au monde du jeu. Du coup, c'était un peu compliqué. Et un des raisons, c'est peut-être la proximité avec ce qu'on définit les sociétés modernes. C'est pas partie de notre vie quotidienne. Et du coup, notamment l'anthropologie se dédie à tout ce qui est un peu exotique. Et du coup, le foot, c'était pas assez exotique au début pour être un sujet de recherche, peut-être. Et au début, quand les premiers chercheurs ont commencé à étudier le sport, et notamment le football, ces recherches étaient liées aux problèmes sociaux, genre la violence dans les stades de racisme, tout ça et tout. Et, les recherches sur le football comme événement culturel, comme rituel, c'est une chose très récente. Des exemples des premières études sur le sport. Le premier anthropologue concerné, euh, l'étude, c'était Raymond Firth, un anthropologue britannique en 1931. Et ça, c'était une étude sur la culture polynésienne. Et du coup, il a interprété le parti de fléchette comme un événement important pour la structure de la société, comme hiérarchie et tout ce qui concerne la structure de la société. Et du coup, c'était pas une étude sur les fléchettes, mais fléchettes comme une partie d'une étude un peu plus grand et vaste. Et en 1947, Mario Filho, un anthropologue brésilien, il a étudié le football comme instrument pour combattre le racisme typique du Brésil des premières années de XXe siècle. Et du coup, ici, on a le thème du racisme. Et Desmond Morris, un zoologue et anthropologue aussi britannique, il a étudié le phénomène hooligan en Angleterre. Et du coup, on voit, c'est un peu amusant parce qu'un zoologue qui étudie les ultras, ça nous fait comprendre comment, quand même, ce domaine-là devient approchable seulement quand on le voit comme quelque chose d'exotique. Et sur la même vague, on a Richard Giulianotti,
qui a beaucoup étudié les phénomènes hooliganisme en Angleterre. Et finalement, on a les premières études sur le foot comme un facte social total. On utilise cette expression-là parce que les anthropologues ont compris qu'en étudiant le football, on peut beaucoup comprendre de la société où le football est performé comme un rituel. Et notamment, Christian Bromberger a étudié les supporters de Marseille, Turin et Naples, du coup entre France et Italie. Et grâce à ces études, on a compris comment, en fait, ce qui se passait à l'intérieur du stade, c'était lié fortement aux dynamiques géographiques, historiques et culturelles de la ville où le match était organisé. Et Alessandro Dallago, il s'est concentré plus sur les dynamiques rituelles à l'intérieur du stade et comprendre comme le match de football peut être considéré comme une bataille symbolique, quelque chose qui a, comment on dit, substitué les pratiques de guerre qui étaient bien plus présentes dans la vie quotidienne des siècles avant. Mais quand il y a eu un procès de civilisation, pour utiliser les mots de Norbert Elias, on a eu, comme société, le besoin de, comment on dit, faire, désolé, je ne trouve pas les mots, de, non, comment on dit, pour retrouver un espace rituel où expresser ce besoin de lutte, de bataille. Et finalement, c'est grâce à cette lecture-là que j'ai commencé à être passionné par le sujet. Le football a été aussi considéré comme un rituel contemporain, une étude de Martin Segalen, qui a édité un bouquin sur tous les rites et rituels contemporains, aussi pour expliquer que quand on parle de rite, en fait, on a cette image de quelque chose qui fait partie de la sphère du religieux plutôt que et du coup, en fait, dans la vie quotidienne, on a beaucoup des rituels qui sont pas forcément liés à la sphère du religieux. Et rituels, on appelle par exemple les rites de passage, donc, le mariage et tout ça, qui sont toujours accompagnés par exemple, bachelor parties, si on a ça en France aussi. Et tous ces rituels-là ont comme particularité ce qu'on appelle liminalité. C'est un concept qui explique ce, euh, ce moment où toutes les règles qui caractérisent de la vie quotidienne sont temporairement inversées. Et, et ça, c'est en fait fonctionnel à la vie de tous les jours, à ce qu'on appelle structure, on va le voir après. Et ici, il y a des autres exemples. Par exemple, elle cite le biseautage. Je ne connaissais pas, mais c'est une culture ben, assez critiquée aussi récemment, je pense, en France. Mais c'est un parfait exemple de comment, dans ce moment-là, en fait, on a un stop temporaire de toutes les règles et tout est possible et les institutions ne peuvent pas trop intervenir. Et du coup, oui, ça c'est pour juste résumer les caractéristiques principaux entre structure et antistructure. Dans la structure, on a les éléments qui définit les hiérarchies sociales, les règles, les valeurs, et il y a la présence, la part présente des institutions. Et dans l'antistructure, en fait, on a la chose opposée. Et du coup, la question, c'était, en fait, dans le livre de Segalen, on
on analyse le match de football européen comme un événement antistructurel où on peut avoir du racisme, de la violence. Euh, Malgré tout, c'est normal. Personne est content, mais en même temps, rien se passe et même chose continue à se passer. Et une explication, c'est parce que en fait, c'est comme événement rituel antistructurel, c'est fonctionnant pour maintenir certains domaines de la vie quotidienne. Mais la première fois que je suis venu au Japon, moi, j'ai joué beaucoup au football juste à l'université. Du coup, j'étais un peu habitué, non, à ce genre d'ambiance. Mais quand je suis allé au stade japonais, je me suis rendu compte que, en fait, les analyses que j'avais lues sur le foot européen, peut-être que ce n'était pas le même cas ici au Japon, et ça, c'était, on dit, mon kick-up pour commencer à étudier ce genre-là. Ce qui a été surprenant, c'était, bah, on va voir après les détails, il y a beaucoup de silence, surtout dans les zones où on ne peut pas chanter. En fait, il y a beaucoup de règles. Ici, tu peux chanter, ici, tu ne peux pas chanter. Et c'est super sûr, il y a pas de violence, il n'y a pas de personne qui insulte. Et tout, c'est vraiment super réglé. Et du coup, la question, c'était est-ce qu'on peut parler de foot japonais comme anti-structure? Mais pour comprendre un peu ça, il faut vite fait voir l'histoire du foot japonais. Comme beaucoup des cultures sportives et pas sportives, scientifiques et ça, les sports, le concept de sport en fait a été introduit au Japon après la fin du Japon. Et on pratiquait par exemple aussi les arts martiaux, mais c'était pas considéré comme sport. C'est juste après que on a commencé à voir ça comme sport. Et c'était fondamental pour la diffusion de ce sport-là. Les institutions scolaires. Du coup, c'est grâce à ça qu'on a commencé à avoir une diffusion sur tout l'archipel. Et après, les enfants qui jouaient, en fait, ils ne voulaient pas euh, arrêter de faire sport. Et c'est pour ça que le classique Bukatsu, les clubs sportifs, ont été diffusés aussi dans le nom de l'entreprise. Et c'est pour ça, en fait, si on prend comme exemple le baseball, beaucoup des clubs professionnels contemporains, en fait, sont des entreprises. Hanshin, même dans le nom du club, on a toujours le nom de l'entreprise. Et il faut attendre jusqu'à 1993 pour voir la naissance de la J-League, le premier championnat professionnel de football. En fait, c'est assez tard si on compare avec les autres réalités du monde. Et c'était super intéressant parce que il y a beaucoup de motivations derrière ça. Notamment, en fait, le football, c'est un des exemples de mondialisation, le plus grand peut-être au niveau de culture. Et le Japon qui essayait d'être plus international, c'était pas possible que n'avait pas un championnat professionnel. Et du coup, il y avait déjà quand même le baseball et il y a eu ce besoin de faire du marketing et du coup de vendre un peu le foot comme quelque chose d'exotique. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à amener beaucoup de ex-stars du football comme entraîneurs, comme joueurs. Et aussi au niveau populaire, c'était vu comme quelque chose que appartenait pas à la culture japonaise. Et je trouve comme symbole aussi, on a beaucoup d'imitations de la culture populaire en Europe notamment. Euh, et en fait, il faut pas oublier que, euh, désolé, au niveau de temps, on est bien, ça fait pas. Bon. Euh, le foot amateur
jusqu'à la J-League, en fait, c'était comme le baseball, c'était juste pas professionnel. En fait, toutes les équipes de football qu'on a aujourd'hui, à la base, c'était des entreprises. Mais en imitant un peu la culture européenne, sud-américaine, on voit comme tous les clubs ont été forcés de de jeter le nom de l'entreprise et mettre une référence géographique pour promouvoir un peu cette culture de affiliation émotive avec la ville et pas avec l'entreprise. Et du coup, la J-League un peu est née comme un plan business. Et du coup, la culture derrière, c'est super capitaliste. Beaucoup de merchandising, en fait, euh, selon des interviewés, beaucoup de gens en fait ont appris le brand J-League beaucoup avant de comprendre qu'en fait il y avait un nouveau sport professionnel. Du coup, ça dit beaucoup. Et dans ma recherche, j'ai vu que ces valeurs capitalistes derrière la naissance du foot professionnel japonais a beaucoup influencé aussi les rites qu'on voit, les rituels qu'on voit, les performances à l'intérieur du stade. Par exemple, le capitalisme, un des valeurs portantes, c'est un peu l'individuation de l'individu. Et, et on voit ça beaucoup aussi, par exemple, dans ce genre de tifo, qui s'appelle Geto Fraggo. Et, et du coup, on préfère avoir un autre petit Gefra plutôt que collaborer avec les autres gens pour créer quelque chose de plus grand. Et aussi, on voit beaucoup de gens qui achètent beaucoup de goods et ils montrent ça quand ils vont. Et ça, c'est un peu ce que j'appelais totémisme transpiriste. Bon, en fait, notre fidélité au club s'est manifestée à travers ces objets-là qui représentent un peu notre lien émotif avec l'équipe. En plus, il y a beaucoup de passivité physique. Les gens ne bougent pas trop. Merci. C'est un peu comme un événement quand je fais sport, un peu comme le cinéma. Je vais au cinéma pour voir quelque chose plutôt que participer activement. Du coup, derrière ça, il y a aussi cette idée du fait que en utilisant de l'argent pour financer le club, c'est déjà assez pour être un supporter. C'est plus quelque chose de financier que participation active comme communauté mais il y a petite exception qui on trouve dans la zone rouge, ce qu'on appelle virage en français. Et en japonais, c'est Gorura. Gorura. C'est tout simplement derrière les buts. Et ici, on a des groupes ultra qui croient que, en fait, la façon structurelle de participer au stade, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas le vrai football. En fait, d'habitude, ce sont des gens qui connaissaient le foot européen avant la naissance de la J-League. Et du coup, ils voyaient beaucoup de vidéos sur YouTube et tout ça. Et YouTube, c'est après, mais il y avait des émissions télé. Et dans tous les clubs, moi, j'ai vu juste Vissel Kobe, mais dans le futur, je plan voir aussi des autres réalités. Il y a des groupes comme ça qui rejettent cette façon d'être supporter. Et c'est super marrant parce que ça reprend un peu les stéréotypes du foot européen. Du coup, elle a cette culture un peu patriarcale. Et il y a pas beaucoup de femmes. Il y a un peu, d'habitude, des gens mariés avec les ultras. Et leur, bah, je vous laisse pour les photos après. Leur cherche en fait d'imiter 100%. Et du coup, tous les symboles qu'on voit dans le virage sont il y a beaucoup de choses écrites en langue étrangère, notamment anglais, mais aussi beaucoup d'italien, parce que dans les années 90,
le foot italien, c'était super populaire. Et par exemple, en chantant avec les ultras, certaines fois, je chantais aussi en italien avec eux. C'était super drôle. Et du coup, cet aspect physique, c'est en fait, ça devient un peu une façon de montrer leur identité proche à celle européenne. Ils disent, on n'est pas japonais. Être japonais, c'est pas bien pour être des ultras. J'ai fini en une minute. Et on va voir. Oui, ça. Et du coup, cette identité est manifestée à travers l'utilisation du corps de manière aussi un peu exagérée. Et du coup, même si, par exemple, c'est prévu une session en saute comme ça, il exagère, il cherche de se le plus haut possible pour se différencier des autres. Aussi, la voix, il cherche de crier le plus fort possible. Et en fait, leur activité rituelle est basée sur le fait que ils sont des vrais supporters. On n'est pas des Japonais. Mais et du coup, c'est ça la vraie façon d'être des supporters. Oui. Conclusion, est-ce que le football c'est un culturel ou pas? Oui et non. Je pense que ouais, il y a un spectre. Dans certains points, on peut être plus instructeur, certains fois pas. Mais c'est vrai que les ultras ont un peu cette façon de vivre l'événement qui est un peu anticapitaliste dans ces moments-là. Il utilisait beaucoup de temps pour les préparations. Et c'est pas juste un acte consumériste. Il participe activement, il cherche d'apporter quelque chose à la communauté. Mais finalement, structuralité et antistructuralité, en fait, sont deux faces de la même médaille. Parce que on travaille 5 jours à la semaine, on va peut-être pour s'épanouir un peu. Et après, le lundi, on retourne marier le cycle continue. Merci beaucoup et merci de votre attention.